Parce que je me suis retrouvé dans le FSD à côté de Feu Soumaïla Cissé. Investi de sa confiance, il est arrivé que je préside les réunions à son absence. Et comme il a été enlevé par les terroristes, par la force des choses, j'étais devenu le président par intérim du FSD. À ce titre, je me suis retrouvé au comité stratégique du M5 et président du comité stratégique. Et c'est le comité stratégique qui m'a choisi pour me proposer à nos partenaires pour être Premier ministre. Aujourd'hui, à la fin de ma mission, j'ai jugé utile d'aller remercier les uns et les autres et dire merci pour la confiance et vous dire de rester disponible pour le Mali. Parce que nous, on a remplacé des gens à la primature. Des gens nous ont remplacés. C'est les règles de la vie. Seul le Mali est éternel. Les hommes viennent, ils passent. Il y a des hommes qui ont dirigé le Mali, ils sont partis, d'autres sont venus à leur place. C'est comme ça la vie. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire certains rappels. D'abord, saisir l'occasion pour m'incliner devant la mémoire du président de l'URD, Soumaïla Cissé, qui a porté son choix sur moi. Et avoir une pensée pieuse à l'imam de la mosquée du Koweït de Gao, Omar Al-Mahdi, qui vient de décéder il y a quelques jours. Voilà un monsieur, lorsque tous les représentants de l'État, tout le monde avait fui Gao en 2012, il est resté. Et il a dit aux séparatistes et aux terroristes que la ville de Gao, c'est pour eux, ils ne vont pas fuir. Il a tenu bon. Et quand la transition est survenue, la transition de 2020, il était l'un des plus grands soutiens de cette transition. Lorsque l'armée a un projet de conquérir Kidal, et que des services secrets de pays étrangers ont fomenté un complot pour attaquer le bateau de Tombouctou, tuer près de 60 personnes, créer la panique chez les Maliens, organiser une insurrection dans la ville militaire de Gao. C'est lui ce jour-là, pendant qu'ils pensaient qu'ils allaient faire peur aux populations, il était dans sa mosquée en train de haranguer les foules et leur dire que 2023 n'est pas 2013. Que ceux qui sont contre le Mali, qui veulent diviser le Mali, vont les trouver des pieds fermes. Et Gao a tenu, grâce à des hommes qui ont fait la fierté de notre peuple et de notre armée. Vous savez, la base Barkhane de Gao a été chassée proprement par les populations et l'armée malienne. Et cet homme-là, il était au centre de beaucoup de choses. Il vient de rendre l'âme et le chef de l'État a envoyé une délégation. Nous-mêmes, on a envoyé une délégation pour remercier sa famille et présenter nos condoléances. Vous avez vu les images, comment la population de Gao l'a accompagné. Je voudrais donc que nous ayons une pensée pieuse pour lui et prier pour que son âme repose en paix. Ce sont des combattants qui honorent le Mali. Le président de l'IRD, je vous ai dit déjà que c'est par l'entremise de sa confiance que je me suis retrouvé au M5 pour être plus tard proposé comme Premier ministre. Lui aussi, il n'est pas de ce monde.
je voudrais avoir une pensée pieuse et respectueuse pour sa personne. Quand je dis ça, je reviens maintenant au sujet qui m'a amené ici. Vous vous rappelez, dans cette même salle, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle 2018, nous avions fait un débat très démocratique. Beaucoup voulaient qu'on aille avec le pouvoir. Certains ne voulaient pas. Ils avaient même peur que notre position de ne pas suivre les gagnants porte préjudice au parti. Et que pour la première fois, l'autorité du président du parti va être contestée. Ce jour, vous vous rappelez, après le débat, ce que j'ai répondu. J'ai dit que ce débat est très démocratique. Mais il faut laisser les uns et les autres avec leurs convictions. Je vous avais dit que, en fait, moi je suis les gens suivant les convictions et ce que je crois être l'intérêt supérieur du Mali. Ce n'est pas aller toujours du côté de la victoire, qui peut être de bonne foi par ceux qui l'organisent, mais qui ne va pas aboutir à l'essentiel. Et j'avais tranché ce jour en vous disant que ceux qui souhaiteraient soutenir Ibeka seraient qu'ils le soutiennent. Mais nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire, nous étions dans le gouvernement. Nos convictions profondes, pour diverses raisons que j'ai eu à vous expliquer, ne nous permettaient pas de souhaiter le maintien de ce régime. Et je vous ai dit ce jour-là que tous ceux qui souhaitent être avec nous, ils vont nous voir aux côtés de Soumaïla Cissé, qui a été abandonné pratiquement par tous les candidats au présidentiel qui avaient donné leur voix pourtant. Et notre parti, Dieu merci, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de bagarre. On a tranché à l'amiable. Ceux qui souhaiteraient soutenir Ibeka l'ont soutenu. Ceux qui voulaient aller avec Soumaïla, avec moi, sont allés. Et notre parti a continué à faire ses réunions. Aucune récrimination. Nous n'avons pas cherché à blâmer qui que ce soit. Parce que j'étais conscient qu'on était à une période historique où il fallait trancher. Et les gens ne sont pas toujours d'accord avec ce qu'on dit. Le lendemain, vous m'avez vu avec Soumaïla Cissé. De fil en aiguille, petit à petit, ayant constaté que parmi tous les candidats qui l'ont promis de le soutenir, j'étais le seul qui suis resté à ses côtés. Une atmosphère de confiance s'est installée entre nous. Et petit à petit, j'ai commencé à présider les réunions du FSD en son absence. J'étais devenu de fait son adjoint, le président par intérim. C'est à ce titre que je me suis retrouvé au M5. Et c'est pour cette raison que lorsque le M5 m'a proposé pour être Premier ministre, dès que j'ai eu le décret de nomination, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est d'appeler son épouse, qui était en déplacement. Je lui ai dit que si mon grand frère vivait, comme on dit à Mamanambeta, Bonya Daka. Mais comme il n'est pas là, c'est elle, ça veut, je l'informe que je viens d'être nommé Premier ministre par le président de la transition. La deuxième chose, j'ai appelé un membre éminent du comité stratégique que j'ai dépêché à Nyoro pour aller voir notre père, le shérif de Nyoro. Entre qui et moi, il y a une relation particulière de plus de 30 ans qui a transcendé les clivages politiques pendant les différentes élections. Parce qu'il y a des moments où il ne me soutient pas, mais cela ne m'a pas amené à rompre. Et lui demander de nous faire des bénédictions. Il a dit à l'émissaire qu'il nous fait des bénédictions et il a donné des conseils. Le discours de Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre malien, prononcé après son limogeage par le président de la transition, le général Assimi Goïta,
reflète une combinaison de résilience personnelle, de patriotisme et d'une profonde réflexion sur les dynamiques politiques et sociales du Mali. Ce texte, dense et riche en émotions, s'inscrit dans un contexte politique complexe où le Mali traverse une transition cruciale après des décennies de crises multiformes. L'objectif de cette analyse est d'explorer de manière critique et objective les idées principales exprimées dans ce discours, tout en les replaçant dans un cadre plus large. Tout d'abord, il convient de souligner que Choguel Maïga s'ouvre sur une reconnaissance des responsabilités confiées et de la nature éphémère des fonctions publiques. En soulignant que « des gens nous ont remplacés », comme nous avons remplacé d'autres, il illustre une posture stoïque face à l'épreuve du limogeage. Cette perspective est non seulement pragmatique, mais aussi en résonance avec une philosophie politique qui place l'intérêt supérieur du Mali au-dessus des ambitions personnelles. Cet aspect est renforcé lorsqu'il affirme que seul le Mali est éternel, mettant en avant une conception du leadership orientée vers le collectif. Cependant, cette posture peut également être perçue comme une tentative de légitimer son propre parcours au sein des institutions transitoires. En détaillant les circonstances de son accession au poste de Premier ministre, il insiste sur le soutien qu'il a reçu des acteurs clés tels que le comité stratégique du M5 et d'autres personnalités influentes. Cela montre une volonté de s'ancrer dans une légitimité politique basée sur des alliances et des choix consensuels. Mais en creusant plus profondément, une question se pose, cette légitimité est-elle perçue comme collective ou comme un instrument de justification de son rôle passé ? Un aspect notable du discours est l'hommage appuyé rendu à plusieurs figures marquantes, telles que Soumaïla Cissé et Moura Al-Madi. À travers ces hommages, Maïga cherche à renforcer une mémoire collective du Mali en crise, marquée par des individus qui ont refusé de céder face à l'adversité. Cette stratégie rhétorique souligne une continuité entre les sacrifices du passé et les efforts présents pour restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Toutefois, cette approche soulève également des interrogations sur l'idéalisme qu'elle projette. Est-il une vision sincère ou une manière de détourner l'attention des défis actuels du Mali sous la transition militaire ? Par ailleurs, son discours s'attarde longuement sur la nécessité de préserver les acquis de la transition. Choguel Maïga met en avant les succès stratégiques et militaires réalisés sous cette période, notamment la reconquête de Kidal et la rupture avec certaines forces étrangères. Ces réalisations, bien que significatives, méritent une analyse plus approfondie. Si elles sont effectivement des jalons importants, elles posent aussi la question de leur durabilité à long terme dans un contexte régional toujours instable. En évoquant des éléments comme le retrait des forces françaises et la montée en puissance des alliances africaines telles que l'AES, Maïga trace une voie ambitieuse pour le Mali. Mais dans quelle mesure ces alliances répondent-elles réellement aux défis structurels que le Mali et ses partenaires africains doivent relever, notamment en matière de sécurité et de développement ? Une partie du discours qui mérite une attention particulière est son appel à un panafricanisme renouvelé. En positionnant l'AES, Alliance des États du Sahel, comme un embryon de grands ensembles africains, Maïga réaffirme un discours qui transcende les frontières nationales. Cette vision s'inscrit dans un courant plus large de renforcement des coopérations intra-africaines face aux ingérences étrangères. Cependant, il convient de ne pas perdre de vue que ces ambitions se heurtent souvent à des intérêts divergents entre États membres, ainsi qu'à des obstacles pratiques tels que les déséquilibres économiques et les rivalités politiques. Un autre point d'intérêt est l'appel à la philosophie et à l'acceptation du changement. Maïga adopte un ton apaisant, insistant sur la nécessité pour chacun d'accepter les nouvelles priorités et de soutenir les autorités actuelles. Bien que cette posture soit empreinte de sagesse, elle peut également être interprétée comme une tentative de désamorcer les critiques potentielles à son égard. L'accent mis sur le travail collectif et la résilience des Maliens est louable, mais il masque parfois les tensions sous-jacentes qui ont marqué sa relation avec d'autres acteurs politiques pendant la transition. Enfin, son discours se termine par un message de vérité et de continuité. Maïga souligne que la vérité essentielle réside dans le travail pour la réussite du Mali. Ce message, bien que noble, semble également servir d'auto-justification. En affirmant qu'il n'a jamais cherché à nuire à la marche inéluctable du Mali, il répond implicitement aux critiques qui pourraient remettre en question certaines de ses décisions ou déclarations durant son mandat. En conclusion, le discours de Choguel Kokala Maïga reflète une vision ambitieuse et résolument patriotique pour le Mali, tout en se heurtant à des contradictions et des limites inhérentes à la nature humaine et politique. Son appel à l'unité et à la résilience trouve écho dans un Mali en quête de stabilité et de renouveau. Cependant, une analyse critique révèle que derrière les mots se cachent des enjeux complexes qui nécessitent une vigilance constante. Le défi du Mali reste immense, traduire ses idéaux en réalité tangible pour ses citoyens et s'assurer que les transitions successives servent réellement l'intérêt supérieur de la nation.